Vous le connaissez, hein, il est professeur d'islamologie à l'université d'Oxford. Il est membre d'un groupe de réflexion fondé par Tony Blair, en personne, hein, sur la place de l'islamisme au Royaume-Uni. Hein, ça vous pose son homme. Un homme dont, vous savez bien, on entend dire que vous sentez le soufre, hein, que vous n'êtes pas fréquentable, que vous êtes un dangereux islamiste, prédicateur, qui cache son vrai visage sous un double langage. J'en frémis. Alors, est-ce que, Monsieur de Villiers, devant Tariq Ramadan, pouvez-vous confirmer ce que vous écrivez dans votre bouquin Les mosquées de Roissy, hein, l'islam modéré n'existe pas, cette religion ne peut pas s'intégrer à la République. Monsieur de Villiers, ensuite, évidemment, Monsieur Ramadan, le dialogue avec vous s'instaure. Oui, je dis d'ailleurs quelque part, on ne peut pas mutiler modérément une main. Voilà, c'est une expression. Monsieur Ramadan, bonjour. Je suis heureux d'être en face de vous. En fait, personne ne veut vous affronter. La dernière fois que vous avez été en débat avec un homme politique de premier plan, c'était en 2003, Nicolas Sarkozy. Et je voudrais vous dire quelle est la situation de la France aujourd'hui, puisque vous arrivez d'Angleterre, et vous poser une question simple. Parce que je sais que vous êtes le champion du monde du contournement des questions délicates. Parce que vous êtes très intelligent. Bien. Non, j'aimerais écouter la question. Alors, la situation est la suivante. En France, aujourd'hui, le communautarisme avance et s'étend, et la République recule. Partout. Elle recule dans l'espace public. 30 000 familles polygames, dernier chiffre, 70 000 mariages forcés. Elle recule dans les quartiers. Le préfet de la Seine-Saint-Denis vient d'adresser un message, un cri d'alarme au ministre de l'Intérieur, en lui disant ceci: je n'ai plus le contrôle des quartiers, les quartiers sont sous le contrôle des barbus, c'est lui qui parle, je mets les guillemets. Elle recule dans les hôpitaux. Chaque semaine, on a un médecin qui est tabassé par un islamiste qui refuse que sa femme soit soignée par un homme, au nom du Coran, disent-ils. Elle recule, c'est plus grave encore, à l'école, puisque un rapport des inspecteurs généraux de l'éducation nationale explique qu'il y a maintenant des auteurs censurés à l'école, comme par exemple Victor Hugo, Chateaubriand, Camus, l'enseignement de la Shoah est maintenant très difficile, etc., etc. Alors voici ma question. Moi, je veux soumettre l'islam aux lois de la République. Ce n'est pas un problème religieux, j'entre pas dans la question religieuse, mais c'est un problème politique, c'est-à-dire qu'il s'agit pas, pour moi, ce n'est pas à la France à s'adapter à l'islam, c'est à l'islam à s'adapter à la France. Vous avez déclaré que vous étiez favorable à un moratoire sur la lapidation des femmes. Quand j'ai entendu ça, j'étais horrifié. Est-ce que ce soir, vous pouvez aller plus loin pour que les choses soient claires, clarifiées pour tous les citoyens français, et dire deux choses. Premièrement, il va répondre. Je remplace le mot lapidation par le mot interdiction, le mot, moratoire par le mot interdiction, interdiction de la lapidation, et deuxièmement, j'ajoute, oui, la lapidation est une pratique barbare. Ne lui faites pas sa réponse, il va la faire. Non, mais écoutez, pose une question si je suis intelligent, en tout cas vous êtes habile de commencer par cela, et je vais vous répondre directement. J'ai dit et j'ai déclaré d'ailleurs à l'émission en face de Nicolas Sarkozy que je m'y opposais, que j'appelais à un moratoire dans le monde musulman, avec l'idée qu'il fallait ouvrir un débat, et que je ne m'opposais pas, d'ailleurs, c'est pas la lapidation vis-à-vis des femmes, ça c'est un concept chrétien, le rapport lapidation femme en islam, ça concernait tout le monde dans les textes classiques, et pour moi c'est la peine de mort, la lapidation et les châtiments corporels. Il faut cesser tout de suite ceci dans les pays musulmans, c'était ma position. Et c'était tellement d'ailleurs intéressant que récemment, tout de suite après la condamnation de Saddam Hussein, le gouvernement italien a pris contact avec moi pour savoir si on pouvait utiliser ce concept de moratoire dans ce cas-là et dans les cas qui allaient venir en Irak. Pourquoi ? Suspension. Une simple non, suspension. ce n'est pas une suspension. Quand Amnesty International aux États-Unis demande un moratoire sur la peine de mort, quand le président Chirac demande un moratoire sur la peine de mort en Chine, ce n'est pas parce qu'il est pour la peine de mort, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de possibilité pédagogique d'aller vers quelque chose qui est la cessation, si ce n'est d'abord par un moratoire. C'est ma position, je la dis, je la répète et je la confirme. Et je vous dis une chose. Un moratoire. Non, mais attendez, vous savez la différence entre vous et moi ?
c'est que vous ne direz jamais, vous, aujourd'hui, au roi d'Arabie Saoudite, que ce qui est en train de se passer dans son pays est absolument inadmissible. Et comme vous l'avez dit, barbare. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent qui vous fera taire. Vous et toute la classe politique française. Alors, j'aimerais simplement vous dire une chose. La position qui est la mienne aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans le monde musulman, on puisse cesser cela tout de suite et que nous allions vers quelque chose qui est un vrai débat de fond pour que nous ne faisions pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde musulman, à savoir des pratiques qui sont absolument injustes. Je répète avec clarté que je m'oppose à ces applications. Mais maintenant, j'aimerais retourner les choses, parce que je vous ai entendu dire des choses. Vous savez, vous dites, non, moi j'en ai vis-à-vis de l'islam politique. Et ensuite, on vous lit et on entend, l'islam ne peut pas et ne veut pas s'intégrer. Vous parlez donc de l'islam. Votre problème, c'est l'islam. L'islam modéré n'existe pas, cette religion ne peut pas s'intégrer. Attendez, soyez sérieux. Si, en tout cas, vous avez l'habilité, il faut avoir la précision quand on est un homme politique. Et ma question, elle est celle-ci. Vous avez pris, par exemple, comme exemple, vous prenez des chiffres et vous les tournez dans le sens qui vous arrange. Vous ne dites pas, par exemple, que 74% des Français sont pour la séparation de l'ordre du pouvoir. Ça veut dire que 74% sont totalement intégrés. Vous ne dites pas que 94% des Français de confession musulmane ou des musulmans vivant dans ce pays sont pour l'égalité. Pourquoi vous ne citez pas ces chiffres? Vous allez citer d'autres chiffres qui sont ambivalents. 46% des musulmans pensent que l'islam est plus important que la République. Mais la question même, elle est tendancieuse. Je vais vous poser une question simple. Vous êtes un catholique pratiquant, monsieur. Dans votre vie, qui est le plus important, Jésus ou Chirac? Bon. Répondez à la question. Répondez à la question. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Qui peut répondre à cette question? Oui, il peut répondre à la question, puisqu'il reproche aux musulmans d'avoir une foi. Ils ont une foi. Alors, monsieur de Villiers, je ne sais pas. C'est Jésus ou Chirac pour vous? La réponse c'est Jésus. La réponse est Jésus. La réponse est Jésus. Donc, là, c'est le même combat. C'est le même combat, vous deux. Par rapport à Chirac, Jésus n'a pas beaucoup de mérite. Bon, mais simplement, votre question, elle témoigne, vous voyez, de quelque chose qui m'inquiète profondément. C'est que pour vous, vous voyez, vous confondez le temporel et le spirituel. Absolument pas. Mais si, vous venez de le prouver. Non, ce que je prenais, monsieur, non, vous venez de le prouver, non. parce qu'on peut parfaitement, en France, être juif, chrétien, par exemple, et reconnaître la séparation des deux sphères, le temporel et le spirituel. Rendez à César ce qui est à César. Exactement. Et donc, moi, je voudrais je voudrais dire à monsieur Ramadan que j'ai sous les yeux deux sondages, effectivement, qui sont très inquiétants. 51% des jeunes musulmans se décrivent d'abord comme musulmans plutôt que comme français. C'est un sondage. Mais dans le même 70%, et 70% des jeunes musulmans refuseraient de se mobiliser pour la France s'il fallait la défendre. Alors, dans mon livre, je fais une proposition que je voudrais vous soumettre. Parce que ça, vraiment, je suis impatient d'avoir votre réponse. Je ne la connais pas du tout. Moi, je veux proposer, pour que les choses soient claires, parce qu'un musulman qui admet les lois de la République, qui admet nos modes de vie, et qui aime la France, et il y en a ici qui sont des musulmans du mouvement pour la France. Posez votre question. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez, moi, je veux soumettre donc la construction des mosquées à l'avenir en France à une charte républicaine avec des conditions draconiennes, respect du principe égalité homme-femme, refus de la polygamie et des mariages forcés, interdiction des financements étrangers et respect de la liberté de changer de religion. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette charte? Mais écoutez, le fait du refus de l'argent qui vient de l'étranger et qui soit de l'argent qui vienne d'ici en France, c'est une position que j'ai depuis 20 ans. Ceux qui s'opposent à ça aujourd'hui et qui acceptent de l'argent qui vient de l'Arabie Saoudite, c'est quand même les pouvoirs publics. Ils sont beaucoup plus acceptants de l'argent qui vient de l'étranger que de l'argent qui viendrait de la communauté des croyants ici sur le territoire. La deuxième des choses, l'opposition au mariage forcé, elle est extrêmement claire. L'opposition aujourd'hui, le fait qu'il faille respecter la loi républicaine. Vous n'êtes pas pour la charia en France? Mais écoutez, ma charia en France, c'est la loi de la République. C'est-à-dire qu'on a dit et répété cela avant même que vous commenciez toute cette espèce d'atmosphère de peur. Parce que votre but, en fait, c'est d'entretenir la peur. Vous êtes le faire-valoir de la politique française. Laissez-moi terminer. Vous permettez. Laissez-moi terminer. Est-ce que je peux terminer? Les gens qui ont peur, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Les gens qui ont peur, c'est les femmes voilées. Non, c'est vous qui entretenez la peur chez les Français. Ce sont les prêches, certains prêches de certains imams dans les mosquées. Écoutez, vous savez, on a eu... Ceux qui ont peur, c'est ceux qui ont peur des bombes, ceux qui se font fouiller dans les aéroports. Est-ce que je pourrais terminer? Un sacré culot quand même. Est-ce que je pourrais terminer? Est-ce que j'aimerais terminer? Vous êtes dans l'anecdotisme. On vous a posé la question, quand est-ce que cette révélation
révélation, vous êtes venu. Ah, j'ai une anecdote. Mais la politique, la réalité des Français, la réalité des musulmans ou des Français de confession musulmane dans ce pays, c'est pas de l'anecdotisme. Quand vous prenez 50 cas et il faut les condamner, où des médecins sont frappés, où il y a des mariages forcés, il faut les condamner. La condamnation, elle est absolue. Vous le faites, Elle est absolue. vous le faites Je le ici, dis là, sur le plateau de Riposte. non seulement ici, mais dans les banlieues, Mme Bouziane qui dit qu'il faut frapper. Voilà comment on peut frapper sa femme. Je suis, et je l'ai dit et je l'ai répété et écrit, contre n'importe quel type de violence domestique. Ça n'existe pas. On a le droit de critiquer Mahomet, par exemple, le On a le professeur droit de... Wedeker. Non, mais là, il faut me le lire, parce que ça... Et je crois qu'aujourd'hui, les Français de confession Vous avez musulmane... ça manquant de délicatesse. Non, l'article de attendez, Wedeker. attendez, son texte est très mauvais. Est-ce que vous Mais êtes il a le droit de d'accord dire, on a le droit de dire des choses mauvaises, on a le droit de dire des choses idiotes aussi. Ça peut... Mais vous défendrez le professeur Wedeker. Bien sûr, je l'ai fait, Mais il a le droit. il manquait de délicatesse. Non, il manquait Voltaire aussi. d'intelligence. Non, vous avez dit délicatesse, je crois. Et l'interdiction du voile islamique dans les espaces publics Attendez, ce que vous voulez, vous, à l'avenir, c'est des musulmans français qui, en fait, pour devenir français, deviendraient invisibles. Cette position-là, elle n'est pas dans la laïcité. Monsieur, laissez-moi terminer. Celui qui veut changer la loi laïque aujourd'hui, ce n'est pas les Français de confession musulmane, c'est vous qui êtes prêts à changer de façon restrictive la loi pour interdire l'expression, en opposition à tous les pays européens aujourd'hui, l'expression de la visibilité dans les espaces publics. Et ça, c'est grave. Mais j'aimerais vous dire une chose qui est beaucoup plus grave dans votre analyse politique. Juste un mot sur le voile. J'aimerais terminer. Vous répondrez. Je voudrais dire un mot sur le voile, parce que je ne peux pas laisser Tariq Ramadan dire sur le voile. Posez la question rapidement, parce que sur le voile, moi, je pour l'interdiction, comme dans d'autres pays d'ailleurs. Aucun pays européen. Du voile islamique, parce que le voile islamique citez-moi un pays. Est un instrument. Citez un pays, soyez précis. Il y a un pays qui l'a fait, c'est la Tunisie. Et il y a un pays qui est en train de voter, c'est le voile dans les espaces publics. Oui, absolument faux. Absolument faux. Absolument, depuis septembre 2006. Dans les espaces publics, c'est absolument faux. Et je vais vous dire pourquoi je suis pour l'interdiction. D'ailleurs, vous savez, la Tunisie, c'est un pays très, très démocratique. C'est bien. Nous allons vers le bon sens. Bon, attendez. Oui. suivez Ben Ali, c'est un vrai démocrate. C'est un bel avenir pour la France. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Le voile islamique. Non, mais là, vous êtes allé trop loin. Monsieur Ramadan, vous êtes gêné, là? Non, vous êtes allé trop loin. Vous êtes en train de présenter comme un modèle pour la France. Laissez-moi vous dire les yeux dans les yeux que le voile islamique, au nom de la dignité de la femme, le voile islamique est un instrument de soumission, d'oppression des femmes, et en même temps d'insoumission aux lois de la République. Et en même Quelle loi de la République? C'est vous qui voulez changer les lois. Un instrument au service de groupes politico-religieux dont vous faites partie. Car ça n'est pas pour rien. Monsieur Ramadan, vous oubliez que vous avez été interdit de séjour sur le territoire français. Vous savez qui m'a défendu? Un de vos amis, peut-être, l'abbé Pierre, m'a défendu en disant que c'était absolument inacceptable. Vous savez que vous n'avez pas pu avoir votre visa pour les États-Unis. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez ce que l'ambassadeur des États-Unis en Suisse a dit? Mais attendez, vous êtes en train de tourner cela en attaque personnelle. Non, vous savez, je vais vous dire simplement une chose. Vous savez, je suis interdit. Non, mais laissez-moi terminer. Très habile, la presse. Non, mais laissez-moi terminer. Maintenant, je vais vous répondre très précisément. Très précisément, et je vais ensuite vous poser une question qui est la plus grave pour moi. Je suis interdit d'entrer aux États-Unis parce que j'ai donné 700 € à une organisation palestinienne de soutien pour les écoles. Et vous savez ce que me dit le gouvernement américain aujourd'hui? Toutes ces accusations de terroristes, tout ça est balayé. J'ai donné cet argent à une organisation dont j'aurais dû savoir qu'elle était liée au Hamas. Et vous savez, le cocasse de l'histoire, c'est que cette organisation est reconnue en France et en Suisse très officiellement jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout une chose, j'ai donné de l'argent entre 1998 et 2002, une année avant que cette association soit sur la liste noire américaine. C'est très intéressant. Pour vous dire combien nous sommes dans l'ordre de la représentation. Monsieur Ramadan, posez votre question plus grave. Elle est celle-ci. Vous avez dit au moment des émeutes en France, et vous avez répété, vous avez toute cette réflexion autour des prisons, en disant finalement le vrai problème, le lien commun, le point commun entre toutes ces personnes, c'est finalement la question de l'islam. Vous avez une analyse communautariste des problèmes sociaux. Alors laissez-moi terminer. Le problème aujourd'hui, monsieur, dans les banlieues françaises, c'est justement ce que vous n'apportez pas comme réponse. Vous êtes en train d'ethniciser, d'islamiser la question sociale de ce pays, vous et beaucoup d'autres politiciens, parce que vous n'avez pas de réponse. Vous avez perdu le lien avec la base dans ce pays. Vous avez perdu le lien avec les dynamiques sociales. Et pour ne pas montrer votre déficience à comprendre, il suffit d'ethniciser. C'est parce qu'ils sont musulmans. Alors je vais vous dire une chose. Vous avez cité par exemple le fait que dans les prisons françaises, il y a une majorité de musulmans et d'arabes ou d'origine immigrée, et que dans les banlieues c'est la même chose. Pourquoi? Oui, mais pourquoi cette même population musulmane et d'origine arabe aux États-Unis, où elle a
elle est venue de façon... Posez votre question. Attendez, oui, j'y viens. Elle est que là, venue avec des ressources sociales, elle est intégrée socialement. Ils ne sont pas dans les prisons, ils ne sont pas dans la marginalité. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la France, c'est un problème social, c'est un problème politique. C'est pas un problème du tout religieux. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est très dangereux de communautariser Une la réponse et on arrête. Je vais répondre. Oui. Moi, je pense... bon, vous êtes caricatural. Je dirais simplement que... moi, je pense aux jeunes Français ou à ceux qui vont le devenir. Et je propose une politique de francisation qui passe d'abord par l'application du contrat « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Je vous parle des problèmes des banlieues. Répondez à ma question. Vous dites que je contourne les questions, vous ne répondez pas à la mienne. Je suis en train d'y répondre. Ah ben on part de très loin là. Dans les banlieues comme ailleurs, on n'oblige personne à rester. Ceux qui sont chez nous, ceux qui veulent rester chez nous... Mais ils sont chez eux depuis plusieurs générations. Attendez, il faut qu'ils aiment Ça fait 5 générations qu'ils sont français. Et c'est la raison pour laquelle je suis pour un changement du droit de la nationalité. Mais attendez, je vous parle des Français qui se sont... Il y a une acquisition automatique pour l'avenir. Ils sont français ou pas Sont-ils français ou pas Il y a beaucoup de Français qui sont français simplement par l'administration. Je veux qu'ils le soient par le cœur. Attendez, qu'est-ce qu'on fait avec ces Français dans les banlieues françaises? Qu'est-ce qu'on fait? Permettez, moi j'ai aucune leçon à recevoir de vous. Mais répondez à ma question. Être français, c'est accepter un héritage, une langue, un patrimoine, un projet commun. Et donc c'est accepter, quand on est par exemple musulman, de se dépouiller d'une ancienne identité. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Et d'accepter les lois de la République. C'est ça que moi je fais. Et je veux une éducation nationale. Et je veux une éducation nationale qui transmette les valeurs patriotiques. Il faudrait comme Tony Blair l'a fait en Angleterre. Il faudrait envoyer les enseignants. En imposant 1 heure de cours de culture britannique en Angleterre. On devrait faire la même chose en France. Les Français des banlieues ne se sont pas révoltés au nom de l'islam. Ils se sont révoltés parce qu'il n'y a plus de services sociaux, parce qu'ils sont dans des ghettos sociaux, parce qu'il n'y a pas de droit, parce que c'est des espaces de non-droit. Dont les premières victimes, vous avez osé dire, Monsieur de Villiers. Pour en terminer avec la crise des banlieues, vous vous souvenez peut-être pas, mais vous étiez mal informé parce que vous n'étiez pas là. Il y a eu deux choses qui se sont produites. Il y a eu deux choses qui se sont produites. Vous étiez très présent par la crise des banlieues, ça devrait vous intéresser. Vous n'y étiez pas sans doute, mais j'aimerais vous dire une chose. Vous étiez très présent, vous tiriez les ficelles, oui. Il y a eu les barbus qui disaient aux fenêtres, vous arrêtez, vous arrêtez. Et il y a eu aux 20h une fatwa qui a été citée aux 20h TF1 et France 2 pour dire maintenant rentrez chez vous. Ne prenez pas l'anecdote. Vous ne pouvez pas ignorer le caractère. Vous prenez une anecdote, monsieur. Je vais terminer sur ce point. Vous prenez une anecdote pour analyser un phénomène qui est très très grave. Aujourd'hui, les Français, ils sont français et il va falloir que vous l'acceptiez, que vous l'intégriez ceci dans votre esprit et dans votre politique. Et j'aimerais simplement dire, il dit simplement une chose. C'est terminé. Il dit simplement. C'est terminé. Les Français veulent vous coloniser. Vous, monsieur Ramadan. Ils sont français, mais vous n'avez pas admis. Heureusement, il y a des Français qui ne l'accepteront pas. Monsieur Moati vous disait au début de l'émission. Vous êtes un islamiste. Vous êtes un islamiste habile. Mais les gens comme vous, en face de vous, il y a des hommes politiques comme moi. Et il y a des Français très nombreux qui n'acceptent pas le communautarisme islamique. Nous voulons la République fondée sur les principes de la citoyenneté et de l'unité. On revient, s'il vous plaît, sur le débat sur les présidentielles. Merci beaucoup, monsieur Ramadan, d'avoir ferraillé, je n'ai pas d'autres mots, avec monsieur De Villiers. Merci beaucoup d'être venu. La campagne présidentielle, on va en reparler de tout ça pendant la campagne présidentielle, évidemment. Sur d'autres tons, peut-être, on verra. En tout cas, moi, je continue ma revue de presse. Merci beaucoup, monsieur Ramadan, et à bientôt. Alors,